Good morning. Good morning, everyone. Good morning, everyone. I hope you're all excited about this final day of this very important conference. We would like to begin now with the first of two exciting panels for today. My name is Ashina Mtsumi. I work with the Global Initiative for Economic, Social, and Cultural Rights. I'm from Nairobi, Kenya. And I'm excited to introduce the first panel of the day. Today we begin with a panel on feminist alternatives and gender transformative public services. This panel will be moderated by Camila Miranda from Fundación Noro 21. I'm sorry, I've struggled with that one. And the panelists will be Aura Mozinho, the Global Policy Advocacy and Campaigns Coordinator from the Global Alliance for Tax Justice. Next, we'll have, absolutely, Liz Nelson. She's the Director for Tax Justice and Human Rights at the Tax Justice Network. They'll be joined by Magdalena Sepulveda. She's the Executive Director of Magdalena Sepúlveda, l'exécutive directrice d'initiative globale des droits culturels et sociaux et aussi du domaine de l'extrême pauvreté et droits de l'homme. Rosanna Balevli, secrétaire générale du service public de domaine international. Et aussi nous avons avec vous Wandera Kinuti, leader global des droits de l'homme féministe et toutes les aides internationales. Bienvenue tous et toutes. Alors, soyez tous et toutes bienvenus à cette deuxième journée de notre future République. En raison de cette dernière journée, nous avons un panel très intéressant qui cherche à aborder les alternatives féministes et les services publics transformateurs de genre. Et pour ça, on va aborder différentes dimensions dans le contexte des crises globales que nous subissons, parmi lesquelles la pandémie a laissé en évidence comment ces crises globales, surtout celles des soins, et sont très déterminées par le genre en particulier, et comment s'accentue la division sexuelle du travail dans le domaine privé et public aussi dans ce contexte, et comment particulièrement les services publics sont affectés par cette division sexuelle du travail. Et dans le contexte de ce congrès qui nous rassemble, comment pouvons-nous aborder à partir de différentes perspectives, à partir du financement, à partir de l'abordage des services publics, à partir des intersectionnalités, tous ces dilemmes. Alors, pour ne pas trop parler, je vais laisser nos panélistes qui vont nous raconter et vont nous parler de différents aspects. On va commencer d'abord avec un petit exposé et dialogue, et après on va ouvrir la discussion au public présent. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Je voudrais commencer par Magdalena Sepúlveda, qui est directrice exécutive de l'initiative globale pour les droits économiques, sociaux et culturels. Et Magdalena, je voudrais te demander de faire un lien, d'établir un lien entre le manifeste des services publics et le manifeste sur les soins. Et surtout, quel est le rôle des services publics dans la reconstruction de l'organisation sociale des soins? Merci. Oui, c'est un grand plaisir. On arrive à la fin de cette grande conférence. Et pour pouvoir établir ce lien entre le manifeste des services publics, les droits de l'homme et le genre, je dois donner un peu de contexte par rapport à ce qui s'est passé. Tel que tu l'as dit, la pandémie du Covid a mis de manifeste le manque d'investissement dans les systèmes de soins tout autour du monde et comment des décennies de privatisation, commercialisation et financiation des services publics ont eu un impact énorme et ont resté la possibilité aux personnes d'avoir une vie digne. Mais surtout, est devenu évident que les gouvernements ne priorisent pas le sujet du genre et les droits des femmes dans leur politique publique. Tout ceci
parce que les femmes, aussi bien que les identités de genre féminisées ou le genre non conforme, souvent, on ne nous permet pas d'être dans la table de prise de décision. Et il faut mettre un contexte de chiffres. Avant la pandémie, les estimations étaient que les femmes consacraient 4,7 d'heures de travail de soins non rémunérés par jour, en comparaison avec 1,7 des hommes. Alors, ce n'est pas une plainte peu importante. Ces brèches de genre sont très claires. Et non seulement ça, quand on a essayé de faire des estimations économiques de ce que représente ce travail de soins de la part des femmes, les estimations économiques vont entre 10 et 50% du PIB. Et malgré l'importance, malgré l'impact qu'ont les femmes dans l'économie, ça continue à être invisible pour la politique publique. Depuis le début de la pandémie, il est devenu évident qu'il y avait un impact différencié et que les femmes avaient un impact négatif disproportionné. Mais c'est évident aussi que pas toutes les femmes ont le même impact ou souffrent le même impact. Ce sont les femmes qui vivent en pauvreté, ce sont les femmes migrantes, ce sont les femmes de peuples autochtones. Les femmes du Sud global sont celles qui remplissent les vides des soins. Donc, et ça s'accentue aussi quand on voit des femmes qui se situent dans des discriminations intersectionnelles. Alors, ça nous affecte à les femmes, pas à tous de la même façon, mais ce qui marque aussi, c'est une division de nord-sud globale assez importante. L'autre chose qui est importante aussi, c'est le lien avec les droits de l'homme. C'est qu'il s'agit d'un sujet nettement de droits de l'homme. La distribution inégale des charges de travail et des soins basées sur les discriminations et les biais de genre et les rôles de genre, ça a un impact dans la façon de réjouir ces droits des femmes. Si on pense par exemple aux droits du travail ou les droits dans le travail, étant donné cette charge inégale dans les soins, les femmes sont surreprésentées dans le travail informel, le précaire, sans protection sociale. Et à plusieurs reprises, n'ont pas la possibilité d'investir dans les réseaux de travail pour pouvoir avancer professionnellement parlant. Le droit à l'éducation aussi, dans beaucoup d'endroits du monde, le cas plus extrême, c'est que elles sont retirées des écoles, les filles, par le travail de soins qu'elles ont. Cependant, dans la plupart des cas, ce qui est plus fréquent encore, c'est que les filles n'ont pas le temps nécessaire pour consacrer temps à l'éducation, étant donné toutes les tâches de soins qu'elles ont. Évidemment, les droits à la santé, il y a une limite à la quantité d'heures de travail rémunérées ou non rémunérées qu'une personne peut exécuter. Alors, il est fondamental, et je crois que cette conférence peut nous aider, à récupérer les 5 R des soins qui sont importantes dans ces manifestes de soins. Tout d'abord, et avec un sens d'urgence, nous devons reconnaître la valeur sociale et économique du soin, rémunéré ou pas, et que la distribution inégale du travail des soins soit traduite dans la violation des droits de l'homme. Et c'est l'obstacle plus important pour l'égalité des genres. Nous n'allons pas pouvoir finir avec cet écart des genres s'il n'y a pas une distribution équitable du travail. La deuxième R est celle des récompenses. Il faut rémunérer le travail des soins avec un salaire égal pour un travail de même valeur, mais évidemment des pensions décentes, conditions dignes de travail et une large protection sociale. Réduire
réduire la charge de soins non rémunérés et cette réduction vient à travers de l'investissement en infrastructure, en protection sociale et en technologie nécessaires pour pouvoir réduire cette charge. Redistribuer. Ça, c'est essentiel. Le travail des soins doit être redistribué entre la famille, l'État et les secteurs privés. Il y a un rôle dont les entreprises doivent, par exemple, donner la possibilité d'avoir donc de garde pour les travailleuses et cette charge doit être assumée par eux. Et finalement, et c'est un point clé pour cette réunion, est revendiquer les caractères publics des soins, établir le droit, la responsabilité fondamentale de l'État de prêter un service public, développer un système de soins, investir. Et pour ça, il est absolument nécessaire, je vais finir avec ça, c'est absolument nécessaire d'avoir un contrôle progressif et juste. Les pays en général, le pays du Sud global, passent par une mauvaise situation macroéconomique. Ils ont une dette coloniale qui est très élevée et en même temps, ils ont dû investir pour pouvoir résoudre les coûts sociaux et économiques de la pandémie. Mais il existe une voie où on peut augmenter l'espace fiscal pour investir dans les soins et c'est à travers les impôts. Les impôts aux super riches et les impôts aux corporations. Nous ne pouvons pas avancer dans ces sujets de soins. Nous ne pouvons pas avancer dans une justice verte, dans une justice économique, s'il n'y a pas plus d'investissement social. Et nous avons les moyens. Ici, on ne rêve pas. Il y a les moyens, il existe les moyens. Les pays ont des moyens à disposition. C'est pas facile. On a besoin d'une coordination globale, mais nous devons changer et avoir un contrôle progressif où chaque personne puisse payer ce qui est juste. Merci beaucoup, Magdalena. Rosa, à propos de ces défis que nous présente Magdalena, de 5 R, pour revendiquer les caractères publics à partir du rôle de l'État, effectivement, les services publics ont un rôle à jouer. À partir de cette perspective, je voudrais te demander comment se produisent ces changements entre les services publics avec une perspective de genre, avec des services publics transformateurs en termes de genre, et le rôle des travailleurs et travailleuses dans les services publics. Bon, ce n'est pas facile, ce n'est pas une chose qu'on puisse faire d'un jour à l'autre. On a besoin d'avoir une volonté politique, essayer de provoquer ces changements. On a besoin donc de l'engagement des travailleurs, des travailleuses et de toutes les personnes qui participent dans ces processus. Mais je crois que nous devons considérer une chose avant tout. Les services publics et le public en général, toujours dans toute l'histoire, ont eu un grand rôle de réglementation de l'État et d'exemple pour établir des conditions de travail qui soient plus avancées que dans les secteurs privés. C'est comme ça, l'histoire syndicale commence avec l'appui, le support des travailleurs du service public qui ont toujours eu ou avaient au moins des meilleures conditions. C'est pour cette raison que je pense que la capacité des travailleurs et des syndicats de travailler dans un processus de transformation est très importante. Magdalena a mentionné comment nous avons besoin d'introduire des changements pour avoir effectivement une égalité de genre. Tout d'abord, je voudrais dire que nous devons déféminiser quelques secteurs qui sont fondamentalement féminisés. Les secteurs du soin, par exemple, les secteurs de l'éducation même, ou une fois, ou les secteurs de la santé aussi, qui avaient un statut dans la société. Et maintenant, il s'agit des secteurs
qui sont attaqués parce qu'il y a un intérêt à la privatisation. Et cette attaque s'est produite avec la réduction des salaires et des conditions de travail, principalement parce que ce sont des secteurs très féminisés. Nous devons demander d'avoir un changement dans les systèmes d'éducation, des infirmières, et des préricultures, ou préricultrices. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire, mais normalement, ce sont des domaines assez féminins et il faut changer ceci. Et une fois qu'on aura plus d'hommes dans ces secteurs, on aura la possibilité de gagner et de transformer les conditions de travail à une chose différente. Je ne veux pas répéter ce qui a été déjà dit par Magdalena, mais il est vrai que l'idée et que les soins est quelque chose qui exige toute la société. La société doit partager cette idée. Nous avons un problème avec l'audio. Nous avons un problème avec l'audio. Est-ce qu'il y a un microphone? Merci. J'ai dit l'idée est clé dans ces développements différents de notre économie et de notre société. Donner une valeur signifie reconnaître l'importance économique, pas dans les concepts de care economy, économie du soin, où l'idée est que c'est un secteur important parce que nous pouvons gagner de l'argent, nous pouvons avoir un bénéfice. Mais pourquoi? Parce que nous partageons la responsabilité et nous devons avoir un modèle compatible pour tout le monde, social et économiquement. Et bien sûr, le travail des soins, c'est un travail vert, écologique, durable, qui peut avoir une perspective différente. Une autre chose que je crois il est nécessaire de dire, comment les services publics peuvent jouer un rôle de transformation de la société. Et il faut assurer le service, des services qui puissent garantir les droits sexuels et reproductifs des femmes. Je crois qu'aujourd'hui, ça, c'est les défis les plus importants que nous en avons parce que avec l'avance de la droite, avec l'avance de ces forces conservatrices, fascistes et régressives, c'est ce que nous voyons dans la décision des États-Unis sur l'avortement. Dans mon pays, en Italie, où le nouveau gouvernement néofasciste, la première chose qu'il a fait est l'introduction d'un ministère de la famille et de la procréation. Et ça dit beaucoup sur ces besoins que nous avons de nous engager, de participer pour pouvoir établir d'une façon efficace et avoir les droits fondamentaux comme le droit de décider sur le propre corps des femmes et leur propre vie, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que nous devons faire parce que si nous n'allons pas garantir ce droit dans la société, dans les services publics, ça va être beaucoup plus difficile aussi de changer la mentalité dans ces réalités, dans ces pays où nous continuons à avoir des préjugés, des tabous, avec des positions très conservatrices là-dessus. La même chose, je crois que la possibilité dans les secteurs publics, dans les services publics, de garantir la même dignité, les mêmes droits à la communauté LGBTIQI. Pourquoi? Parce que particulièrement dans les périodes de crise, comme nous l'avons vu pendant la pandémie, il y a
là, les femmes se sont les plus touchées pour l'impossibilité d'avoir accès aux services publics. Je crois que plus ou moins, c'est les choses que nous devons faire. C'est clair, les travailleurs et les syndicats peuvent jouer un rôle très important dans cette direction. Et en fait, nous essayons de le faire. Je voudrais finir avec 2 exemples. Un exemple qui concerne le sujet de les personnes LGBTI Q+. Nous avons un projet comme IST lidéré par la ISP où nous organisons avec nos membres pour les engager dans une négociation sur le droit de travail de ces travailleurs. Mais en plus, nous essayons d'unifier toutes les fédérations syndicales au niveau mondial de telle sorte qu'on puisse créer une masse critique et avoir une influence sur la OIT et sur les décisions individuelles et standards des normes internationales pour les groupes LGBTQ+. L'expérience que nous avons dans quelques pays, particulièrement en Asie du Sud, à Népal, en Inde, au Pakistan et en Afrique aussi, dans d'autres pays de l'Afrique, sur le fait d'organiser les femmes qui travaillent comme community health workers, des personnes qui travaillent dans le domaine de santé à l'intérieur des communautés, qui ont toujours été considérées comme bénévoles, mais très précises et avec des obligations. Et nous sommes en train d'organiser ceci. Et pour moi, ça a été très satisfaisant de voir qu'après 3 ans de travail, on a pu créer le premier syndicat à Pakistan. On a pu formaliser le travail de 30 000 femmes avec la mairie des différentes régions et leur donner leur premier contrat collectif de travail. Ceci non seulement a représenté une amélioration de leurs conditions personnelles, mais aussi une reconnaissance différente du rôle de ces femmes, tout en transformant leurs conditions à l'intérieur de la communauté où ils vivent. Merci Rosa, secrétaire générale de l'International des services publics. Justement, où tu laisses l'exemple de la reconnaissance très important, je voulais demander à partir de là à Gadi comment on valorise le travail des femmes, particulièrement pour faire face à la division sexuelle du travail, et comment les services publics jouent un rôle dans ce sens. Merci. Merci pour cette question. Je vais commencer en parlant et en disant pourquoi il faut parler de valoriser le travail des femmes. Parce que le travail des femmes tout au long du spectre est sous-valorisé et invisibilité. Et il est pris un peu comme quelque chose qui est garanti, que ce soit le travail des soins qui n'est pas payé et le travail des femmes qui travaillent dans l'économie informelle aussi. Quand je parle de l'économie informelle, malgré que le rôle des économies est reconnu, ça continue à être abordé comme quelque chose d'adjacent. C'est une approche de politique où il y a des préjugés parce que c'est impulsé par le travail des femmes. Les économies africaines, par exemple, comme c'est le cas dans la plupart du monde, basées sur ce travail invisibilité, c'est une réalité qui perturbe l'idée que dans l'économie formelle est marginale. Mais à vrai dire, c'est comment la plupart des foyers doivent faire pour gagner leur argent. Ça représente 70% de tout l'emploi mondial et beaucoup de ces travaux dans le secteur informel sont des travaux qui concernent les soins.
C'est le travail des femmes qui soutiennent les foyers, qui soutiennent les communautés et les économies et la vie. Quelquefois, il y a une subvention aussi aux États parce que quand les États ne donnent pas des services publics, santé, énergie, tous ces services qui soutiennent la vie, alors toute cette charge est transférée aux femmes. Et les femmes ont été décrites comme l'armée ou la réserve de la force de travail la plus grande du monde. Et elles ont couvert des sujets dans beaucoup de crises. Ceci, on pense que c'est normal, c'est accepté comme ça, mais notre force de travail ne fait pas seulement une subvention à l'État, mais aussi à travers le transfert de coûts dans les tarifs des usagers dans le contexte des privatisations des services. Et c'est le travail des plus pauvres, des femmes des plus pauvres et exclues qui est invisibilisé. Mais dans notre définition du Nord, on ne prend pas ça en considération. Même dans les définitions économiques sur le travail, au Sud global, où ces cas sont beaucoup plus importants, quiconque qui valorise ceci utilise ces définitions inexactes et ceci est géré par ces définitions traditionnelles et donne la dichotomie entre formel et informel, payé, non payé, désorganisé, etc. Et tout ceci a été décrit comme l'oppression du vocabulaire. Alors le secteur formel, qui est le secteur populaire, est organisé, mais il n'est pas organisé comme le flux de l'usine. Ce qu'on appelle désorganisé, c'est organisé différemment seulement. Et je dis ça parce que ça parle à travers le volet où on donne la valeur au travail. Mais la division du travail est orientée au genre, mais aussi rationalisée. Nous devons voir alors le travail des femmes de couleur qui sont exclues et est le moins valorisé. C'est une relation directe avec le travail durable. Tel que nous savons, tout le travail domestique, ou dans sa plupart, nous fait penser à tout ce que nous faisons en travaillant. 3,5 fois plus de ce que le font les hommes. Et c'est cette différence, si on les compare avec eux, c'est ce qui nous fait penser aux différences de paiement augmentées par la pandémie. Les femmes jeunes au Kenya, à Ghana et dans tout le sud de l'Afrique ont un programme qui les fait se sentir un peu plus régularisées parce que elles sont 2 ou 4 heures supplémentaires par jour. Si on pense au temps distribué entre les soins, l'éducation des enfants, le travail à la maison, le travail en dehors de la maison, la scolarisation des enfants, etc. Et dans 3 pays, 60%, 90% des femmes jeunes ont accès à ce service basique. Mais grâce à la pandémie, nous voyons une disruption qui est très importante à ce niveau-là. Elles sont très affectées. C'est l'évaluation qu'on a fait rapidement l'année 2020 en couvrant le travail dans le domaine domestique et aussi de façon primaire à niveau des communautés. On a pu analyser plus les foyers. On travaillait en situation de crise. On les reconnaît maintenant comme des situations de crise et il y a beaucoup d'exemples à ce propos. Mais ça inclut le travail de façon directe et indirecte en prenant ce type d'activisme et de mobilisation. Très souvent, ça continue à être ignoré. On considère que c'est normal, que ça va de soi. Les personnes qui aident toujours, mais on a besoin de continuer en avant, de continuer à être communiqué, d'être connecté et continuer à avancer. Ce sont des rôles qui ont les femmes, mais on pense que ça va de soi et quelquefois ce n'est pas comme ça. Et que se passe-t-il avec les services publics?
Nous avons un collapse. Nous savons ce que ça représente et beaucoup des orateurs qui ont parlé du sujet préalablement nous ont déjà informés. Mais il y a une subvention qui est collapsée. D'autre part, ce type de charge, ce type de poids, quand c'est assumé par les femmes, il faut voir qu'elles ne pourront pas assumer ce que le service public peut leur offrir. Je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais je vais donner seulement un pour savoir comment le genre universel fait partie importante de la redistribution des rôles. Je vais prendre l'exemple du transport, le transport en commun. Pour expliquer de quoi je parle, le transport en commun a eu un impact énorme dans la charge de travail des femmes en relation avec l'accès à la capacité de pouvoir gérer ses propres droits. Qu'est-ce que cela veut dire? Une partie des découvertes des études qu'on a fait il y a quelques années nous ont fait penser à des projets, à plusieurs projets, avec la crainte d'utiliser le transport en commun, ce qui affecte la mobilité, et ça a un impact alors. C'est quelque chose qu'on voit nettement. Alors, comment elles font leur vie sociale, leur vie publique, comment elles la développent? Ces services de transport signifient qu'il y a une augmentation de la pression et du stress chez les femmes qui doivent payer ce type de travail. Ce type d'influence concerne alors ce que nous pouvons faire avec des routines inefficaces, etc. Ceci veut dire que les femmes qui généralement ont moins de revenus peuvent continuer avec la barrière des coûts, de ce qui signifie prendre soin d'un enfant, faire des achats, faire les courses pour la maison, utiliser les hôpitaux. Il ne s'agit pas de ce travail domestique isolé, les travails rémunérés aussi. Il faut penser à toutes les femmes qui travaillent dans le secteur public. En étant cet usage au secteur public, parce qu'il manque des travailleurs dans le secteur public, dans le domaine du social. Et il y a la caractéristique commune de mesures d'austérité imposées par le gouvernement, par le FMI et d'autres secteurs, ce qui recoupe alors différents types de services. Mes collègues ont illustré davantage et beaucoup de personnes qui sont ici dans la salle vont parler après des contradictions du secteur des soins, fortement influencées par l'austérité. Mais il y a aussi des femmes, ou des pays plutôt, où les femmes sont influencées par ce type de gestion, même celles qui sont dans le secteur public. Elles se voient divisées par le travail qu'il y a entre hommes et femmes, c'est-à-dire par cette division qui se crée, il y a moins de salaire, moins d'attention, moins de valeur. Et ces travailleuses font face aussi à beaucoup d'harcèlement. Ceci est très documenté, on a beaucoup de preuves. Et ce que je vais mentionner aussi, c'est que ce travail des femmes, ou vis-à-vis de ce travail, c'est que nous sommes à la moitié d'un courant, d'un activisme. Parce que le 2 décembre est consacré à terminer avec des formes d'esclavage. Quand les services publics ont échoué, surtout dans le contexte des crises multisectorielles que nous affrontons à l'heure actuelle, ça nous fait penser à la libéralisation et la régularisation des entreprises. Quand les gouvernements ne peuvent pas donner ce service public avec une protection sociale, les gouvernements utilisent de façon abusive l'exploitation de travail et maltraitance aussi. Ce on pourrait appeler un esclavage moderne. 60% est imposé par des activistes et les objectifs des femmes avec 71% de tout ce que représente ce type de situation d'esclavage moderne. Ça nous fait penser à ce dernier rapport publié à ce propos. Nous allons continuer avec ce type de violence domestique aussi, normalement qui est associé au rôle des femmes chez elles, qui se sont harcelées, violentées avec des différentes modalités précaires. Pour finir avec mon intervention, je vais signaler l'importance de pouvoir parler de la valeur des femmes.
devant toutes sortes de manifestations holistiques dans toutes sortes de contextes. Aussi, il s'agit de nous baser sur la transformation de chaque domaine. Le travail de chaque personne doit avoir une importance, doit être digne dans tous les domaines, dans toutes sortes de représentations. Merci. Tu as parlé de la problématique que nous avons sur les politiques d'austérité, surtout pour reconnaître et valoriser les différentes façons de travail. Et aussi, tu nous as présenté la perspective critique sur les catégories que nous utilisons pour valoriser et reconnaître le travail. Dans ce sens, Aurea, je voudrais te demander de quelle façon les mesures d'austérité et les conditionnantes de la IFE vont contre les conditions des services publics et contre le travail des femmes. Comment nous pouvons donc établir ces contrôles féministes? Merci Camilla, bonjour à tous et à toutes. Je vais parler en anglais, mais je voudrais saluer les personnes en espagnol. Je crois que le point de départ ici est de pouvoir éclaircir ce que nous voulons signifier avec ce féminisme fiscal. Qu'est-ce que nous voulons dire? Il y a quelques points que ma sœur a déjà mentionné, mais tout d'abord, je dois dire que ces demandes sont reflétées dans la déclaration de Bogota et aussi dans les nombreuses campagnes que les alliances budgétaires distribuent. Plusieurs femmes dans cette salle représentent ces points de ce contrôle féminin. Ils parlent sur la fiscalité qui sont réclamées dans la nature des soins féminins. Je ne vais pas rentrer dans les détails, étant donné que mes collègues ont déjà mentionné ce point. Mais il y a aussi un sujet pour garantir et assurer que ces politiques puissent régler la réduction des impôts et la redistribution dans ces manques d'égalité. Nous devons nous assurer que, effectivement, cet impôt, cette taxe protège la discrimination, qu'on n'augmente pas les impôts, que les revenus sont égaux et nous devons nous assurer que ce financement adéquat est en réponse à l'utilisation de services publics et privés. Vraiment, il faut s'assurer qu'ils vont aller au cœur donc, des femmes. Et si on les trouve dans ces points, nous pouvons garantir que les services publics puissent donc respecter les demandes spécifiques et nécessaires. Finalement, il y a un besoin de pouvoir régler toute cette instance parce que les derniers points importants qui parlent sur cette structure globale, nous devons continuer à travailler pour l'égalité sociale. Je voudrais commencer là parce que ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ce n'est pas le point que je voulais aborder. Mais je veux parler d'une conversation que j'ai eue quelques jours lorsque j'ai marché par Santiago et j'ai regardé le musée des arts visuels. J'ai acheté des livres à ce moment-là et il y avait une femme qui vendait des bijoux me demandait qu'est-ce que je faisais là. Et elle était très curieuse de savoir ce que je faisais là. Je parlais de cette conférence. Je lui dis que j'allais présenter ces sujets de l'Alliance globale. Nous avons commencé à parler. Et après ce que j'ai dit, moi, je pensais que c'était je lui dis ce que je pensais sur les impôts féministes. Moi, je me suis rendu compte que c'était une femme mapuche et je me suis rendu compte qu'elle disait que les impôts, c'est rien pour elle parce que le gouvernement de Chili a une dette historique avec les peuples autochtones de ce pays et qu'il n'avait pas de sens qu'elle, en tant que femme mapuche, comme une vendeuse dans la rue, doive à la fin de chaque mois compter chaque centime, chaque pièce pour payer des impôts. Et finalement, je vais payer plus d'impôts que pour les services. Cette conversation m'a fait réfléchir. Quelle est la base de ce mouvement? Comment nous pouvons représenter ce mouvement réel d'impôts? Nous, dans ce type de situation comme celle d'aujourd'hui, si on fait le lien entre les impôts et les services sociaux, tout ce qui concerne le budget
Et tout ce que nous avons mentionné pendant ces jours nous fait penser si nous allons trouver les ressources pour ces impôts progressifs. Il est vrai, comme le dit mes collègues, nous avons de nombreux vides que nous devons remplir dans les régions, dans les corporations, et savoir qu'ils donnent vraiment un bénéfice. Et arriver donc à cette égalité et remplir ces vides des services. Quelqu'un a dit hier, il s'est demandé comment réussir dans ce sujet des tarifs d'impôt. Il faut s'assurer que les personnes puissent vraiment être représentées dans cet article de politique des taxes d'impôt avec la régulation et la réglementation qui correspond. Ces réseaux n'ont pas inclus un élément clé qui est la réparation. Je crois que moi, je travaille dans l'Alliance globale et je ne vais ne pas répéter ce que j'ai déjà dit, mais au niveau national, je crois que ce sont des sujets qui doivent être réglés en termes donc de la tarification, parce que si nous essayons de construire cette idée que cette tarification d'impôt est un bien social, c'est une façon de construire l'égalité, nous devons contribuer à cette urgence. Les gens doivent continuer dans cette voie. Et tout ce que nous avons vu, il s'agit donc de la part du gouvernement et de réfléchir. Il faut penser à cette tarification féminine qui a eu quelques résultats jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas suffisant pour répondre donc au questionnement des gens par rapport à ces politiques d'impôt. Je crois que ce discours de l'austérité est très important parce que plus de 80% des pays partout dans le monde sont dans un domaine public, luttent contre l'augmentation d'impôts, luttent contre l'augmentation des BIT. Et alors, il y a toute une expérience qui vivent les gens avec cette augmentation d'impôts et nous devons donc mettre un frein à cette situation parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, nous avons des grandes inégalités, il y a beaucoup de structures, trop de structures aujourd'hui devant vous. Et en écoutant les collègues qui ont parlé du secteur de la santé, de l'éducation, et me fait sentir beaucoup plus intéressée sur ces sujets d'impôts. Et pourquoi? Parce que les gens ont besoin de ce type de réparation aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Parce que ce type de politique contre l'augmentation de l'impôt va nous donner une vision différente. Ce sont des points importants. Il faut considérer des alternatives, des solutions, comment nous allons conseiller nos partenaires de gouvernement, comment nous allons négocier. Nous avons quelques-uns qui disent que les impôts fonctionnent pour les femmes, mais s'il y a quelque chose que j'ai appris dans cette conférence, et que ces fonctionnements pour les femmes, ces fonctionnements d'impôts pour les femmes, ne nous amènent pas au lieu où nous voulons arriver. Il faut essayer d'assurer. Lorsque je parle des femmes, je parle des femmes travailleuses, des femmes autochtones, des femmes indigènes, des femmes qui sont dans le mouvement, les femmes de collectif LGTB. Il faut s'assurer que chaque femme puisse voir les impôts comme une façon de les autonomiser d'une façon historique. Merci beaucoup. Nous pouvons continuer avec les mêmes microphones. Lise, dans ce sens que tu nous as dit, et savoir comment on perçoit une politique d'impôt et de justice fiscale par rapport à toutes les réalités des femmes. La question est comment les services publics nous donnent une force dans ce sens. Comment, à partir d'une approche féministe, on peut augmenter le financement des services publics. Et ça nous amène justement au débat sur la fiscalité des riches. Et voilà, on voudrait te demander nous dire quelque chose là-dessus. Merci beaucoup. Je crois que la justice fiscale, tout le monde l'a déjà mentionné,
que le revenu est la clé pour les services publics. Et je voulais essayer de complémenter ce qui a été déjà dit. Si on pense à l'architecture internationale et aux défis que nous pouvons trouver en tant que féministes, pour vraiment incliner la justice fiscale d'une façon déterminée, parce que je crois qu'on ne l'a pas bien compris, on n'a pas compris de quoi il s'agit. Je crois qu'en termes d'alternatives féminines pour la justice fiscale, nous devons reconnaître que ça a été un point critique et ça fait partie de cette transition transformatrice verte et juste. Je crois qu'il faut réclamer ce qui est correct pour un monde qui s'inquiète. Et il y a donc un certain soin de la part des services publics et de l'État. Et ça, c'est quelque chose de tellement important qu'il faut absolument souligner ce que nous pensons. Nous devons refuser ce qui a fait partie de ces discours politiques pendant des décennies sur l'individualisme. Nous devons refuser l'individualisme. Nous devons refuser ce qui n'est pas public pour une justice. Il faut voir comment nous pouvons élever les revenus d'une façon durable. Je pense à une position internationale et nous devons le faire de telle sorte qu'on puisse avoir une analyse intersectionnelle à travers de toutes nos actions à mener dans ces mouvements fiscaux. On doit faire face au système patriarcal. Il y a des outils, des approches que nous utilisons. La plupart du fois, je crois qui vraiment cache cette politique d'égalité des genres. Nous écoutons des experts et ils montrent leurs connaissances, ils montrent d'où viennent ces connaissances pour former la pensée, leur pensée. Et ils nous expliquent d'où viennent les impôts aux grandes fortunes, les impôts au carbone. Nous devons penser quel est le carbone aussi, comment on fait une fiscalité et quelle est la situation clé. Notre approche féministe a besoin de reconnaître que nous devons travailler sur cette architecture internationale qui gouverne les élections domestiques qui sont prises autour des impôts. Et nous devons prioriser les soins et les services publics. Nous devons voir comment tout ça est financé. Je crois qu'une approche beaucoup plus centrale et orientée à la justice fiscale avec une approche féministe et une approche pour créer. Et qui sont vraiment les experts Nous devons voir quels sont les biais qui forment donc la partie fiscale. Et ça nous met une connexion, il nous montre qu'est-ce qui se passe au niveau international. Et avec cette connaissance, nous devons construire et nous devons informer et former à partir de l'augmentation des impôts, comment nous allons les redistribuer à travers de l'impôt à la richesse. Et aussi, nous devons penser, qu'est-ce que c'est une transition du carbone juste? Je crois qu'un des points clés que je voulais toucher est que nous, bien que nous avançons, bien que nous réfléchissons sur les différentes alternatives, il ne faut pas répliquer les erreurs du passé. Ça, c'est un risque que nous devons laisser de côté. Nous devons faire très attention pour ne pas répliquer les risques.
Et il n'y a pas de réformes suffisantes pour choisir donc ces réformes fiscales. Il faut absolument évaluer les impacts sur les inégalités qui existent déjà, inégalités en termes de justice pour les femmes, pour les indigènes des Premières Nations. L'extraction a été un fait violent pour ces personnes. Et si nous pensons sur les actions et politiques fiscales, on voit que la justice pour les impôts des carbone ont un impact sur la vie des personnes et aussi un impact sur les personnes âgées. Je voulais parler un tout petit peu aussi de que quelques personnes ont écouté cette semaine parler sur un moment très important autour de la possibilité d'une convention impositive des Nations Unies. L'idée alors de faire bouger les règles par rapport aux impôts en dehors de l'OCDE. Et les pays qui sont riches du Nord en prenant des décisions par rapport au Sud global. Et ça a un impact sur eux. Alors ça a un potentiel réel pour avoir un impact dans l'augmentation de revenus à niveau domestique et un grand impact sur les services publics et qu'ils soient financés adéquatement. Mais tout ce processus et cette convention doit être soumise au scrutin aussi, doit être observée et basée sur la connaissance de que les droits fiscaux qu'avaient les anciennes colonies et la domination de l'abus impositif ou fiscal dans chaque pays par un petit groupe de gens riches et les multinationales plus grandes, ça doit être traité et abordé à travers cette lentille intersectionnelle en pensant aux conséquences pour le service public et à la collecte de revenus, dans la conception et dans la cohérence et aussi dans l'impact de la justice redistributive des impôts. Je pense qu'il faut agir en alliance avec une justice de réparation, justice climatique, justice raciale pour une alternative de futur. Et si j'ai encore le temps, je voudrais terminer cette intervention avec une phrase. Attendez-moi une seconde, s'il vous plaît. C'est quelque chose qu'on a pensé et beaucoup d'entre vous, vous l'avez peut-être entendu avant. C'est quelque chose qui me semble être une guide par rapport à comment on parle de la justice fiscale. C'est très important. C'est une critique vis-à-vis de la pauvreté dans le féminisme. Ce que nous sommes payés en dehors de ce cercle comme femmes acceptables, toutes celles qui ont été forgées dans les chrysoles de la différence, toutes celles qui sont des lesbiennes pauvres. Nous savons que la survie n'est pas une capacité académique. C'est apprendre à comment nous mettre debout toutes seules. Ce n'est pas quelque chose de populaire. Quelquefois, on reçoit la haine. Et il faut générer une cause commune avec les autres personnes identifiées comme en dehors des structures pour pouvoir définir et chercher un monde où l'on puisse fleurir toutes. C'est apprendre à comment avoir nos différences, mais qu'elles deviennent des points forts. Je suis sûre que beaucoup de personnes ont déjà entendu cette phrase et parlé de ça, mais je pense que ça montre clairement ce que nous devons faire pour arriver à un changement qui soit transformateur et que la justice fiscale fonctionne pour le service public. Dans cette question pour les alternatives et comment nous répliquer les erreurs du passé pour penser à aborder les crises actuelles, on va complémenter aussi le débat que nous avons avec quelques commentaires de la salle, des brefs commentaires.
Tout d'abord, Blanca Valles, chercheuse de l'Observatoire de la dette dans la globalisation. Blanca, bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je veux remercier toutes les interventions qu'il y a eu ce matin qui m'ont semblé très inspiratrices, très fortes. Et je suis contente de ne pas avoir rabaissé la situation malheureuse et dramatique où nous nous trouvons, qui peut se résumer dans une crise socio-reproductive, et les féminismes, nous avons beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Je remercie aussi qu'on ait réalisé ce panel et qu'on ait des ateliers aujourd'hui pour pouvoir continuer à approfondir. Je pense que vous avez fait des propositions et vous avez fait un diagnostic à partir d'un féminisme qui peut être très radical. Et je me sens contente parce que les féminismes doivent aller de ce côté-là. On a besoin d'un changement de racines. Ce système capitaliste, hétéropatriarcal, colonialiste ne nous donne pas nos droits. On vient de l'expliquer très clairement. Il y a la division raciale du travail aussi sexuel, international. Et là, il y a beaucoup de collectifs qui sont dans une situation, dans le collectif des femmes, je dis, qui sont dans une situation plus précaire, de moins d'accès à des ressources, à des droits. Alors, je pense qu'il y a cette énorme dette du nord vers le sud, parce que les entreprises transnationales, avec le capital du nord vers le sud. Je reste beaucoup avec la dimension de l'extractivisme sur nos travaux. Je reste avec ce qu'on a commenté de la justice climatique. Je pense que la situation extractiviste sur nos travaux va de la main avec une dimension extractiviste sur les ressources naturelles. Et la proposition écologiste aussi, celle des souverainetés énergétiques, alimentaires et aussi reproductives, parce que la défense de la santé, de l'éducation, des soins sont très importantes. Et vous l'avez fait parce que les féminismes le font déjà. L'utilisation des ressources et la plainte de l'extractivisme sur les ressources naturelles et sur les droits. Les féminismes doivent continuer à défendre le fait de pouvoir accès à tout. Et quand je dis tout, je parle d'énergie, d'eau, d'alimentation, un logement digne, santé, éducation, soins. Et élargir le public. Hier, on parlait beaucoup de ça. On nous explique du Sud aussi la perspective qui est très différente parce que la dimension de service public au Sud global est dans une situation différente. Et aussi faire un agenda où la dimension de la déprivatisation soit totale. Nous savons que les collaborations publiques-privées et les privatisations ne fonctionnent pas. Alors, la proposition d'élargir le public, et je pense qu'il faut parler aussi du public communautaire, avec beaucoup de participation des bases. Moi, je parle à partir des propositions des économies féministes catalanes. Je parle de ma réalité, évidemment, où je me situe. Et faire une défense et défendre le public communautaire à un niveau local, peut-être. Dans le territoire catalan, il y a aussi une demande, il y a une lutte qui commence en bas pour ces rémunérations qui viennent du service d'attention domiciliaire, les travailleuses des soins, mais aussi dans le domaine de l'énergie, de l'eau. Et la proposition de la relocalisation, parce qu'on a beaucoup parlé des chaînes globales injustes, qui sont les chaînes globales en matière de soins, mais aussi dans l'énergie, par exemple. Et pour que le Nord global ait accès à l'énergie, il y a cette dimension extractiviste colonialiste, mais aussi on se trouve dans une situation où autour de 10% de la population n'accède pas à l'énergie par une pauvreté énergétique. Alors il y a aussi malheureusement beaucoup d'inégalités à ce niveau-là. À nouveau, je veux remercier votre intervention et je voulais vous demander,
parce qu'après on aura la table de justice climatique. Comment on peut interpeller aux autres collègues, parce que la défense pour les ressources, pour les services publics est très écologique en fait, pour une économie planifiée. C'est très écologique. Alors, qu'est-ce que vous leur demanderez, qu'est-ce que vous leur proposerez aux collègues qui viendront après? Et merci à tous et à toutes. J'espère que le débat va bien se continuer après. Merci, Blanca. Je dois vous demander aussi comment on collecte toutes les luttes à partir de la perspective écoféministe. Pour continuer, un commentaire à partir des conclusions de la réunion sectorielle. Merci pour cette grande conversation. Je voulais vous mentionner, quand on parlait de services publics, le travail des femmes et les femmes qui travaillent dans le secteur public, qui sont clés essentielles pour délivrer ces services. Quelquefois, non tellement dans notre mouvement, mais quelquefois, l'élément du travail des femmes se perd et la livraison de services publics. Et comment on peut les engager davantage et comment pouvoir dialoguer dans ces débats, entrer au débat quand les choses ont lieu, quand les fournisseurs privés essayent d'entrer et nos gouvernements veulent étendre et tertiariser des services. Ce sont les premières qui vont dénoncer cela. Et je voudrais connaître l'opinion du panel pour que les voix des travailleurs soient incluses dans ces conversations et être sûr non seulement par rapport à un groupe de travailleurs et travailleuses, mais aussi dans tous les secteurs publics, comment pouvoir s'assurer de que les voix seront écoutées à tous les niveaux. Bon, maintenant, Carlos Ríos, chercheur de Human Rights Watch, probablement à partir des réunions sectorielles d'hier, surtout, il va aborder une perspective intersectionnelle à partir des politiques de soins. Oui, merci beaucoup pour l'opportunité d'occuper cet espace. On a eu en effet la possibilité de compter sur des collègues du collectif national chilien, personnes handicapées, et on a été accompagné par Paulina Muñoz. C'est une femme de 49 ans qui doit vivre dans un asile pour personnes âgées par manque d'un système de soins et appui pour la vie indépendante qui soit de haute qualité et qui prenne en considération la volonté des personnes. Alors, elle a pu assister parce que elle ne détermine pas quand est-ce qu'elle doit prendre un bain. Et ce jour-là, elle ne devait pas prendre un bain. Ce sont les personnes qui s'occupent des soins qui décident à quel moment elle peut se baigner. Ceci se passe une fois par semaine seulement. Et si elle perd cette occasion, alors elle ne se baigne pas dans 2 semaines. Alors, tout le système de soins, tout le système d'appui doit reconnaître la possibilité de compter sur des systèmes d'appui pour la vie indépendante des personnes handicapées. Et surtout, mettre l'accent sur les 5 R. Reconnaître tous les agents qui interviennent dans la relation des soins. Et c'est très important de reconnaître que les femmes et les hommes handicapés, nous fournissons des soins aussi et on a besoin d'appui pour pouvoir le faire. Paulina a un enfant de 14 ans. Elle ne peut pas vivre avec lui. Elle ne peut pas lui donner les appuis dont il aurait besoin. Alors, dans les 5 R, oui, il faut inclure la reconnaissance, la récupération de la subjectivité personnelle et aussi le fait de redistribuer les soins. Ça, c'est clé. On revendique le droit des femmes à ne pas soigner et nous avoir la possibilité d'avoir des systèmes d'appui de qualité qui soient publics et qui soient accessibles et de qualité.
ce qui veut dire qu'ils prennent en considération la volonté et les préférences des personnes qui reçoivent ces appuis. Ceci inclut non seulement les personnes handicapées, mais aussi des personnes âgées. L'idée de que certaines personnes doivent vivre dans des institutions ou recevoir une mauvaise qualité d'appui dans l'entourage de la famille, c'est un abus de droits de l'homme. Merci beaucoup. Merci, Carlos. Pour conclure, avec ces commentaires, je reviens après au panel. Merci. Je voulais seulement ajouter un point sur le rôle des institutions financières internationales qui agissent dans la subordination des femmes, particulièrement avec des politiques d'austérité. On a déjà mentionné la contradiction de la provision de soins qui parle de l'impact sur le genre, la coupure de dépenses dans le secteur public et où ActionAid est basé dans les pays. Et je veux dire que l'austérité renforce cette notion de que les femmes sont comme les amortisseurs qui absorbent les coûts. Les femmes, il faut dire que la plupart des ministres de Finances sont des hommes autour du monde et l'impact de ces politiques qui recoupent les dépenses du secteur public génère un manque d'accès pour les services des femmes. Ceci veut dire que des services qui sont particulièrement pour des femmes pourraient se terminer ou peut-être quelque chose seront simplement recoupés pour les femmes. Et les collègues ont déjà partagé que 90% des infirmières sont des femmes, 70% des travailleurs de la santé, ce sont des femmes. Et quand il y a moins de financement public pour cela, la qualité du travail dans les services souffre d'un impact. Et ce travail non rémunéré et cette pauvreté a un impact très fort sur les femmes. Si nous regardons quelques statistiques numériques là-dessus, il ne s'agit pas de dévaloriser le travail des femmes, mais pour avoir une échelle, simplement 15 pays de faibles revenus trouvent que le coupure conseillée par le Fonds monétaire international entre l'année 2016 et l'année 2020 nous ont amené à une réduction de 10 milliards de dollars. Et il aura pu engager 3 millions de professeurs et d'infirmières. Et ça, simplement, donc dans 4 ans. Et ça, c'est l'austérité qui a été accélérée et qui a été poussée par le Fonds monétaire international et d'autres. Et pour voir un pays comme Ghana, la dépense en santé a diminué à la moitié. Mais le gouvernement ne peut pas, donc, pour ces 47 000 postes qui existent dans les systèmes de santé, elles ne peuvent pas embaucher des infirmières non plus, parce qu'il y en a des contraintes. Donc, ma question est, si vous pouvez faire un commentaire sur la chaîne des soins globale et ces colonialité qui renforce cette discrimination des genres et comment la plupart des femmes du monde donnent donc les soins aux pays du Nord où il y a un manque d'investissement en termes de professeurs, de travailleurs de la santé. Simplement pour revenir à ce qui a été dit les premiers jours, à savoir comment faire que l'économie fonctionne pour les femmes, il faut faire toute une analyse. Merci beaucoup. On revient à la séance. Je vais vous demander de répondre à la question qui a été posée, surtout pouvoir répondre. Donc, est-ce qu'il a dit le panel en général? Chercher une alternative féministe pour faire face à la crise, promouvoir des services publics de transformation, comment connecter les différentes variables qu'il faut mentionner, comment connecter les luttes. Alors, la personne qui veut commencer, s'il vous plaît, Magdalena. Je voudrais commencer par dire que ce qui vient de dire le collègue Rose, et je crois que ça c'est très important. La plupart des pays en développement
vont aller l'année 2023 à prendre quelques mesures d'austérité vers la consolidation fiscale. Les mesures d'austérité dans le coupure dans les services publics peuvent être faites simplement parce que les femmes, nous assumons la charge de travail. Nous devons, donc on les fait sur les épaules des femmes. Aujourd'hui, plus que jamais, il est très important face à ces mesures d'austérité qui sont déjà projetées pour la plupart des pays, de mettre les services publics et les systèmes de soins comme une priorité pour pouvoir avancer. Et finalement, et brièvement aussi, ce qu'a dit Carlos, l'autonomie est essentielle. Et mon intervention a visé surtout sur les personnes qui soignent, qui sont sujets de discrimination. La plupart, ce sont des femmes. Mais si on regarde les personnes qui reçoivent des soins, ce qui est essentiel est l'autonomie. La situation qui sont décrites par Carlos, ce sont des vulnérations graves aux droits de l'homme. Ce sont des violations tellement fortes que nous ne pouvons pas les laisser de côté. Nous ne pouvons pas permettre dans la société que des groupes ou des secteurs soient considérés comme incapables de prendre des décisions qui touchent leur propre vie. Et finalement, la lutte est très difficile. Nous avons besoin de commencer à réunir des forces. Nous avons besoin de coordonner. Nous avons besoin d'un drapeau commun que le mouvement féministe pour le climat, la diversité, le mouvement pour la justice fiscale, le mouvement pour le droit de l'homme, les mouvements anti-dette, tous on puisse travailler avec un drapeau en commun. Les complexités à l'heure actuelle, la complexité des crises qui sont interconnectées, que nous vivons aujourd'hui, mais qui ne sont pas interconnectées par hasard. Elles sont interconnectées parce qu'ils ont la conséquence d'une structure économique et sociale injuste. Nous avons besoin de faire face à ces crises avec un drapeau commun. Autrement, nous n'allons pas nous en sortir et nous avons une urgence climatique à l'heure actuelle et nous parlons d'une façon de vivre, d'une continuité de la vie. Et j'espère que cette conférence soit vraiment une occasion où les mouvements qui travaillent dans les différents secteurs, les organisations, les syndicats, l'académie, les activistes que nous sommes réunis ici, on puisse commencer à prendre cette opportunité et à partir de demain, avec le résultat de cette réunion, avec le résultat de ces débats, des collègues que nous avons rencontrés, que nous avons connus, on puisse réunir et faire une lutte commune pour trouver ces drapeaux communs qui va nous permettre d'échanger la façon dont nous consommons, la façon dont nous produisons, et avec ça, ça va permettre la continuité de la vie de la façon dont nous voulons. Merci beaucoup, Magdalena. Merci beaucoup, Magdalena. Bon, je crois que nous avons déjà beaucoup partagé et pendant ce jour, nous avons beaucoup avancé dans la consolidation d'une alliance qui a commencé mardi dernier, mais qui vient aussi des années de travail en commun. Il me semble que si nous voulons avancer dans cette tâche, nous devons tout d'abord consolider nos liens, nos alliances, composer ou réunir toutes les expériences que nous avons vécues et présenter un programme beaucoup plus organique, stratégique, qui puisse regarder et qui puisse frapper vraiment les crises structurelles que nous avons. C'est pour cette raison que je crois que tous
Et tous et toutes, nous devons avoir beaucoup plus de courage, nous devons dénoncer certaines choses, mais nous devons en même temps nous opposer aux exclusions des gouvernements, aux exclusions des institutions, ce qu'on constate aux différents niveaux. Ça, c'est le moment pour réagir. Si nous n'allons pas réagir d'une façon forte dans cette période, je crois que nous n'allons pas avoir un changement qui est nécessaire. Parce que le capitalisme, ça a été démontré, et a démontré que c'est une façon métamorphosique qui est capable de transformer. Et vraiment, c'est une histoire que nous avons connue récemment. Nous les voyons. Le langage a changé. C'est un langage beaucoup plus attirant, sexy, séduisant, avec des mots qui semblent vraiment très positifs. Et parfois, les gens pensent, ah oui, peut-être on peut être ici, le capitalisme inclusif, hein, et des choses de cette sorte. Mais je crois que nous devons donc soulever le voile de cette hypocrisie et démontrer que cette alternative est ailleurs. Et l'alternative se trouve les citoyens, les gens, les travailleurs, c'est là pour ces personnes qui ont besoin de ces changements pour avoir une continuité de la vie dans cette planète. Merci beaucoup, Rosa. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose, Lisa? Lisa? Je crois simplement, pour être d'accord avec Magdalena et Rosa, je crois que nous devons valoriser le soin et la question des différents secteurs aussi. Pensez aux soins de la planète, des personnes, les personnes qui ont besoin de ce type de soins et qui donnent ces soins. Et le gouvernement a besoin de fournir donc des soins. Le gouvernement doit avoir des politiques. Je crois que nous devons être courageux dans nos demandes. Et dans les mouvements de justice fiscale aussi. Et si on parle de revenus, il y a un financement, il y a des revenus pour les services publics. 483 milliards sont perdus par an dans cet abus de fiscalité. C'est le point de l'iceberg. Et il y a autant de paradis fiscaux qui consolident la richesse. Et si on consolide la richesse, ont une influence sur les différentes politiques. Peu de personnes ont des influences dans les politiques qui gèrent nos vies quotidiennes et les personnes qui sont dans les soins. Et je crois que nous devons penser, réfléchir sur les politiques qui sont créées et qui visent les soins plus que la croissance. Nous devons valoriser les personnes qui vont fournir ce type de soins. Pour finir, je voudrais répondre rapidement à ceci parce que il faut diviser entre les personnes et l'écologie. Et pour de nombreuses communautés, ça, ce n'est pas une nouvelle approche à la vie, à une nouvelle philosophie. Et quelque chose qui a été enlevé pendant des années par la colonisation, l'esclavage, et dans plusieurs communautés dans le monde. Et il y a des organisations communautaires pour le bien-être humain écologique. Pour nous, c'est un processus de récupération pour s'éloigner de ces divisions artificielles.
Il s'agit de construire à partir d'un point de soins des personnes, de soins de la planète et mesurer le succès, pas par la croissance et l'accumulation, mais pour le bien-être humain et écologique. Nous ne pouvons pas continuer. Nous ne pouvons pas continuer ou défendre un seul sujet parce que notre vie n'est pas monothématique. Je crois que je n'ai rien d'ajouter en termes d'arguments, mais je crois que le futur république, le public est féministe, inclusif, anticolonial. C'est un futur qui est géré, qui doit être géré pour les personnes et les peuples. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'autres à ajouter. On a eu une synthèse importante pour savoir comment on a l'opportunité dans ce moment de mettre le soin au centre, une interconnexion entre la vie et la planète, et comment les réponses, les alternatives que nous produisons et discutons ici pourront se traduire avec une proposition stratégique qui nous remplisse de courage pour aborder les solutions dans ce monde si compliqué que nous vivons. Alors, merci à tous les panélistes, merci à tous et à toutes. Another round of applause for the fantastic Encore un fort applaudissement pour ce panel. Ce sera très important pour les deux ateliers que nous aurons. Et avant de commencer avec le coffee break, il y a une petite annonce. On va prendre quelques minutes pour pouvoir prendre une photo de ce groupe après le coffee break. On a 10 minutes alors pour le café et après on va se réunir dans l'espace à côté du café où il n'y a pas de chaise pour une photo que l'on va prendre. Alors, 10 minutes pour une pause café, la photo et la séance prochaine. My love is like a rocket, watch it blast off.